Ce qui se dit la nuit, podcast. Déjà. Voilà, santé. Ouais. Après Merci beaucoup. ce shot qui nous a nettoyés. Qui nous a bien réchauffé. Je suis arrivé en 1986. Alors, je suis monté à Paris parce que je voulais faire de la mode. Je suis arrivé de Suisse, en fait, où j'avais suivi un apprentissage, une formation de couturier. Et suite à ça, je voulais continuer mes études dans la mode. Donc, pour moi, il n'y avait pas de question. Surtout étant de Suisse romande. La Suisse romande, elle est quand même très orientée vers la France, de par la télévision, parce qu'on avait la chaîne suisse, mais on avait aussi les 3 chaînes françaises. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu un intérêt particulièrement à Paris. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui vibrait. Déjà avant, je faisais de la danse classique. Okay. Donc évidemment, mon rêve, je lisais les livres d'Odette Joyeux. Donc évidemment, mon rêve, c'était d'être Petit Rat à l'Opéra de Paris. Mais bon, vivant en Suisse, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, donc c'était vraiment ma première obsession, c'était d'être danseur à Paris, à l'Opéra. Bon, ça s'est pas réalisé, ce rêve. Je crois que maintenant, c'est un petit peu tard. Quoique, on a tendance à réaliser des rêves. Tu fais quand même, tu performes. Exactement, et ça m'est arrivé très très tard parce que j'ai commencé à quasiment presque 50 ans à faire du spectacle. Comme quoi. Et voilà, donc en fait, moi, c'était vraiment toujours Paris. Voilà, et puis cette sensation surtout qu'il se passe autre chose ailleurs, tu vois, comme une espèce de fenêtre ouverte sur le monde. Et c'est vrai que Paris m'a toujours attiré. Je pense que dès la première minute où j'habitais ici, je me suis senti bien, je me suis senti à ma place. Ouais. Alors, quand je suis arrivé à Paris, j'habitais dans le 10e arrondissement, rue d'Hauteville. Je suivais les cours d'une école qui s'appelait, malheureusement, qui n'existe plus, le Studio Berceau, qui était une école de stylisme, une formation en master, en fait, après une formation technique, et qui était au coin de la rue. Donc, en fait, j'ai commencé à être vraiment à côté de, voilà. Parce que je bougeais beaucoup à l'époque, en plus, c'est l'époque où on découvre une nouvelle ville, donc forcément. Je suis arrivé, j'avais 22 ans, donc j'arpentais la ville dans tous les sens, mais c'est vrai que je suis plus rive droite en fait, je connais beaucoup mieux la rive droite en fait. J'ai jamais vécu rive gauche, je connais moins bien la rive gauche, en fait je trouve que c'est vraiment incroyable que juste un fleuve comme ça puisse provoquer une telle scission dans les mentalités, parce que vraiment ça n'a rien à voir quoi, quand on arrive. Moi j'ai commencé 10e, 9e, 18e, 19e, maintenant c'est un petit peu toujours mes quartiers. Côté un peu plus populaire, au marché Saint-Pierre, forcément comme je fais de la couture, je passe ma vie, donc j'aime bien ce métissage. En plus, arrivant de Suisse, où vraiment à l'époque, en plus, bon, je remonte quand même à une quarantaine d'années, il n'y avait pas un métissage ethnique, voire culturel, comme il pourrait y avoir aujourd'hui. Donc en fait, moi, c'était vraiment un truc complètement nouveau et très excitant, cette espèce de sensation d'être au milieu du monde, en fait, quelque part. On peut aller à la Belleville, ou on peut aller dans le quartier chinois, dans le 13e, avec un métro. Normalement, quand on arrive à Barbès, c'est presque comme Marrakech, enfin, vraiment hyper intéressant comme ville. Ce que j'aime beaucoup dans Paris aussi, à Paris, c'est que pour moi, c'est une des principales villes du monde. Il n'y en a pas 50 de villes de premier plan, mais je trouve qu'elle a un côté très humain en fait, par rapport à d'autres villes comme Los Angeles ou comme New York. Je trouve qu'elle a un côté très humain parce que d'abord, c'est une petite ville, donc on peut même la traverser à pied. Et il y a une espèce d'uniformité dans cette ville. Il n'y a pas comme dans beaucoup de villes, par exemple les villes américaines, il y a des quartiers extrêmement étranges où il n'y a rien, puis après des maisons, où il n'y a pas de centre-ville. Paris, c'est vraiment une ville qui est très ancienne, hein. Je pense que ça se ressent, et il y a beaucoup d'histoire. Et je trouve que c'est une ville qui raconte vraiment. Enfin, l'histoire transpire dans cette ville. J'étais beaucoup aux États-Unis, j'étais en Asie, je suis allé un peu partout, je suis allé en Afrique, je suis allé un peu partout. C'est vrai qu'à chaque fois que je rentre à Paris, je dis la maison. Voilà, moi je pense que c'est une ville qui me correspond. Après, c'est vrai que c'est une ville qui m'enchante, voilà. C'est un perpétuel enchantement depuis 40 ans que je suis là. Et ça a beaucoup changé en plus. Je dois dire qu'entre le moment où je suis arrivé dans les années 80, c'était encore un peu l'ancien Paris, hein. Il y avait encore beaucoup de façades noires, déglinguées. Je ne sais pas si tu regardes les films des années 50 ou 60, Paris est dans un état épouvantable, quoi. C'est vraiment des petites ruelles toutes noires. Bon, évidemment, ça dépend des quartiers, mais il y a quand même, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur la ville, sur la réflexion des façades. Et quand je suis arrivé, c'était encore comme ça, c'était encore le vieux Paris. Et je pense que la vraie grande différence, en fait, entre cette époque-là et aujourd'hui, c'est
c'est les commerces en fait. Avant il y avait une boucherie, il y avait un primeur, il y avait une boulangerie. Maintenant c'est que des boutiques de mode et de décoration absolument partout. Moi j'ai habité dans ce quartier, là où on est, il n'y avait pas 50 bars à la chaîne quoi. Ça, c'est vrai. C'était vraiment encore des petits quartiers, il y avait encore Monique et Simone qui buvaient le jaune au comptoir à 11h30. Simone, un jaune. Ça existe encore un petit peu de l'autre côté de la butte, dans le 18e. Sauf qu'il y a encore ce côté un peu parisien. Là, j'ai acheté, donc j'ai cherché pendant pas mal de temps. Puis finalement, j'ai trouvé un truc dans le 19e qui était vraiment un quartier sur lequel j'avais mis une croix rouge. J'ai vraiment place des fêtes. Et ça, c'était no way, c'est juste derrière. C'était vraiment no way. Et puis finalement, j'ai trouvé vraiment le truc qui me correspondait, où il y avait exactement toutes mes attentes. Et après, j'ai commencé à me balader avant de l'acheter, avant de signer. Je me suis baladé un peu dans le quartier. J'ai découvert la Moussaïa, parce que je suis juste à côté. J'ai découvert le petit parc de la butte au chapeau rouge. Moi, j'adore l'art déco, parce que une chose que j'aime beaucoup dans Paris aussi, c'est son architecture. Et c'est vrai que je suis assez fasciné par l'art déco et tous ces quartiers un peu périphériques qui ont été construits, qui sont plus ouvriers, qui ont été construits plus dans les années 20. Parce qu'avant, c'était vraiment des terrains vagues, quoi, en fait, toutes ces zones. En fait, il y a pas mal d'immeubles art déco, de maisons art déco. Et j'aime bien, en fait. C'est hyper sympa, en fait, c'est très familial, en fait. Ouais. C'est vraiment très calme. On a 10 minutes de Châtelet sur la 11 qui file comme un éclair. Et en fait, t'es au calme, tout à coup, t'as l'impression d'être arrivé dans un petit coin, vraiment tranquille. Et il y a plein de parcs, j'ai découvert ça en fait. Il y a plein de jolis parcs, de verdure. En fait, finalement, j'adore ce quartier. Ça fait combien de temps qu'il y est maintenant? Ça fait depuis 2017. J'ai pas mal navigué, quoi, je veux dire. L'autre jour, moi qui adore l'art déco, on est allé visiter, je sais pas si c'est une impasse, mais l'impasse Mallette Stevens dans le 16e. Bien sûr. Bon, là, évidemment, dans l'absolu, il y a des villas art déco complètement incroyables dans des parcs, des choses vraiment magnifiques. Voilà, dans l'absolu, hein, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Fait que j'habitais rue des Martyrs à une époque où il n'y avait pas autant de boutiques de déco, c'était encore vraiment un peu Paris. C'est vraiment archi bobo-isé. Mais pourquoi pas, enfin moi je trouve que c'est des quartiers qui sont vivants et qui gagnent à se développer. Maintenant il y a le Grand Paris qui est en train de s'installer, donc moi qui suis dans le 19e, je vais me retrouver dans le centre. Tu faisais pas beaucoup de bars, mais tu faisais quoi la nuit, toi? Eh bien, soit je travaille chez Madame Arthur, parce qu'on finit quand même à Ça fait combien de minuit, temps que tu travailles chez Madame Arthur? depuis 2017. Donc avant ça? Avant ça, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais surtout dans des fêtes qui sont organisées par des amis. Donc, en fait, c'est des lieux qui sont itinérants, des cabarets, voilà. Donc, ça a lieu, je ne sais pas, une fois par mois ou 2 fois par mois dans cet endroit. Mais je n'ai pas vraiment d'endroit fixe. D'abord parce que dans mon quartier, il n'y a pas énormément de bars. Eh bien, oui, chez les gens, absolument. Dans des fêtes. Voilà, c'est vraiment des vernissages, des dîners, enfin voilà. Je travaille, c'est genre 3h du mat, et quand je travaille pas, c'est plutôt 1h, quoi, voilà. Mais après, moi je suis toujours assez occupé, j'ai toujours des costumes en route, parce que j'ai quand même la double casquette de faire des costumes pour des spectacles, et d'un autre côté d'être artiste. Donc des fois ça se chevauche, donc par exemple cette année, j'ai fait une pièce de théâtre, j'ai fait un spectacle de Blancani, j'ai fait des costumes pour une revue en Thaïlande, j'ai fait une tournée avec Madame Arthur, je suis allé 2 fois à New York chanter, je suis allé 1 fois à Pattaya pour la première. En fait, j'ai pas arrêté, donc dans un sens, voilà, je crois que je suis occupé en fait tout le temps, j'ai toujours un truc sur le feu, une chanson à prendre, une robe à finir. Et tu te fournis où maintenant sur tes tissus? Parce que tu allais au marché Saint-Pierre, effectivement. Ouais, j'y vais toujours. Ouais, tu vas toujours? Ouais, ça reste pittoresque, je dois dire. C'est un endroit de Paris qui reste quand même pittoresque. Mon rêve, ce serait de créer un musée de la chaussure à talons hauts à Paris. Parce que je trouve que c'est un objet du désir, la chaussure, qui a un côté fétichiste, donc qui peut ramener aussi une dimension sexuelle. Et ça plaît aux hommes et aux femmes en fait. Et alors évidemment, ce ne serait pas un musée dans lequel il y aurait des coutures du Moyen-Âge, on serait vraiment axé sur la chaussure à talons. Et j'adorerais créer ce projet parce qu'en fait à Paris il ne fait pas toujours beau et je suis sûr que les gens iraient le visiter. D'autant plus que mon idée c'est d'avoir même une salle for men only. Des hommes peuvent aller enfin
pour une fois dans leur vie, aller essayer des chaussures à talons, ne serait-ce que pour savoir ce que ça fait d'en porter, puisqu'ils l'exigent de leurs femmes. Testez, messieurs, testez. Et toute l'idée, ce serait effectivement qu'une fois que la visite est terminée, c'est de terminer dans une boutique en fait qui vendrait des chaussures vintage reconditionnées. Alors idéalement dans le centre, quelque part, hyper bien placé. Idéalement, par exemple dans le quartier de Belleville, il y a quelques fabricants de chaussures. Ça a été aussi un endroit où on fabriquait des chaussures, donc peut-être pourquoi pas une vieille usine désaffectée. C'est-à-dire que Lola, c'est toujours lié à des moments exceptionnels. Soit je monte sur scène, soit j'ai une prestation, soit je vais à un événement, donc il y a toujours quelque chose de très exceptionnel. Je ne me mets pas en Lola pour faire rien, donc en fait c'est une façon de vivre, une forme de vie entre parenthèses en fait, où il n'y a que l'exceptionnel qui a la place. Et puis sinon il y a Laurent en fait qui tourne dans tous les sens. Voilà, donc, qui est complètement invisible. En plus, voilà, je passe vraiment dans la foule sans vraiment qu'on me remarque. Et j'adore ça, en fait, vraiment me faufiler. Il y a le Paris nocturne et il y a le Paris diurne, en fait. Oui, c'est ça. Je pense que Lola, c'est vraiment une créature nocturne, en fait. C'est une reine de la nuit. Et elle vit où, Lola À part chez Madame Arthur. Où est-ce qu'elle vit? Il y a plein d'occasions en fait, des fêtes, des dîners, des vernissages. Dès qu'on l'appelle. Mais t'as envie de temps en temps justement, même si on l'appelle pas, de la faire vivre en fait. Ah oui, oui, absolument. C'est-à-dire que si tu veux, pendant très très longtemps, Lola, elle existait dans un cadre non professionnel. C'est-à-dire que je faisais vraiment pour mon propre plaisir. Dans le sens où j'ai jamais vraiment voulu être une femme, c'est vraiment être Lola, c'est vraiment pas du tout lié à un dysfonctionnement du genre ou une envie d'être quelqu'un d'autre. C'est juste qu'en fait, j'aime le vêtement et je l'ai vécu en tant que créateur de mode. Et en fait, j'aime le porter aussi. Et finalement, aujourd'hui, je peux dire que je suis ma muse, ma cliente, mon créateur, que je vis un peu en autarcie. Mais ça me plaît beaucoup, en fait. C'est quelque chose qui me donne, je sais pas, c'est un bon karma pour moi, en fait, le vêtement. Je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai toujours aimé depuis enfance, parce que j'ai commencé à coudre des vêtements pour les Barbies de ma sœur, je devais avoir 6 ans. Je vois très bien encore cette jupe droite en léopard noir et blanc. Non, pas en zèbre noir et blanc. Et c'est vraiment cette façon de vivre le vêtement, je sais pas, c'est un truc que j'ai toujours eu en fait. Une paire de chaussures, ça peut m'inspirer d'avoir envie de porter la robe qui va avec. Que c'est cette façon d'aborder la vie d'une façon qui la rend plus grande, plus belle, voilà. Tu vas faire où ton shopping? J'achète pratiquement qu'en seconde main, Okay. en ce qui me concerne. Alors j'ai fait pendant des années tous les guérisols de la ville, où j'ai trouvé des pépites. Je dois dire que si j'ai un talent, pour autant que j'en ai un, c'est celui-là, j'arrive à trouver les pièces rares. Vraiment, j'ai un œil incroyable parce que je connais la qualité des tissus, je connais la façon, j'ai vraiment, pour ça, je suis vierge en plus de mon signe astrologique, et couturière, donc je pinaille vraiment sur le placement des motifs, sur tout ça, donc j'arrive à connaître très très vite les belles pièces. J'ai trouvé des choses absolument incroyables. Mais quand même, maintenant, il y a beaucoup de fast fashion, maintenant, parce que la boucle est bouclée, donc en fait, je trouve beaucoup de choses sur Vinted. Les puces, c'est pareil, ça a été intéressant pendant longtemps, mais enfin, il faut quand même avoir du courage pour aller. Après, courage, ça peut être un plaisir aussi, mais c'est vrai que d'aller se balader à Saint-Ouen, Clignancourt ou à Lignes, enfin toutes ces puces, je trouve qu'il y a de moins en moins de trucs et c'est quand même. Bon, après, il faut être courageux, il faut y aller. On peut faire Vinted au fond de son lit, au chaud. Et on trouve des trucs incroyables. Mais j'achète pratiquement que du vintage. Ouais. Alors je transforme beaucoup. Comme je sais coudre, j'ai aussi cette capacité à rendre des choses intéressantes, enfin, ou changer une taille, ou tu vois, améliorer beaucoup de trucs. Et tu penses qu'en fonction des quartiers aussi, il y a des modes différents, c'est pareil? Ah ouais, complètement.
Complètement, d'ailleurs, si on se balade dans le 16e, c'est complètement autre chose. Si on se balade dans les halles, il y a des gens extrêmement branchés, toujours, curieusement. Oui, bien sûr, les modes sont... Bah, c'est un peu comme l'identité des quartiers, en fait. C'est un peu comme des petits villages, hein, finalement. Et c'est quoi le style parisien alors, à l'heure actuelle? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, les styles, en fait, ils se déclinent à peu près partout identiquement parce que, bon, bah, déjà, c'est un peu les mêmes boutiques. Hein. Moi qui voyage beaucoup, je m'aperçois que, en fait, on trouve un petit peu les mêmes boutiques partout. Je pense que ce qu'on peut dire d'une Parisienne, c'est qu'elle peut faire beaucoup avec peu. Elle a le sens du chic, c'est-à-dire pour moi le chic c'est le contraire de l'élégance. L'élégance, c'est-à-dire qu'on ne se trompe pas, c'est le beige et le bleu marine, voilà, c'est comme une armure, on sait qu'on est inattaquable et en même temps il n'y a vraiment rien de plus. Le chic pour moi c'est vraiment quelque chose d'un peu insolent, d'un peu d'assumé en fait et de pimpant quelque part, voilà. Mais après, c'est mon idée de la Parisienne, mais qui est la Parisienne vraiment, je sais pas. Je pense que c'est une femme qui est libérée de toute façon dans l'absolu et qui fait ce qu'elle veut. Donc je pense que c'est ça la Parisienne. En fait, je suis très content à fabriquer des costumes de scène parce qu'en fait je rencontre des acteurs, des danseurs, des metteurs en scène, des chorégraphes. Donc je suis vraiment dans le cœur de la création. Et j'ai plein à me soucier de production parce que la production c'est un enfer. En fait. Et je travaille avec des gens, beaucoup avec des amis, je travaille beaucoup avec Blancali, je travaille beaucoup avec Virginie Lemoine, des gens comme ça. Et ça me nourrit en fait. Si je travaille avec par exemple la Comédie Française, ils ont des ateliers par exemple. J'ai fait une pièce avec eux en fait. Et, donc je travaille avec les ateliers de la Comédie Française absolument. Et tu chantes quoi chez Madame Arthur? Tu performes quoi? On ne chante que de la chanson française. Enfin, quand on fait des semaines Beyoncé ou ABBA, on traduit en français. Mais je chante du Brigitte Fontaine, du Juliette Gréco. Enfin, moi, évidemment, je défends beaucoup ce répertoire. Allez, néo-réaliste, disons, enfin, de chanteuses à texte, en fait. Moi, je ne suis pas une grande chanteuse, donc tout ce qui est très rythmé, je ne sais pas ce que c'est qu'un 8, enfin, c'est un drame pour les pianistes. Mais j'aime la chanson à texte, effectivement, j'aime chanter du Barbara, j'aime bien défendre des textes, en fait, c'est ce qui me plaît dans une chanson, parce que de toute façon, je ne suis pas une grande chanteuse, donc voilà. Moi, je me serais virée depuis longtemps, mais apparemment, personne ne s'en rend compte que je chante comme une casserole. Parce que c'est pas ce qu'on recherche. Je propose, les gens disposent, mais à un moment donné, ça ne m'appartient pas. C'est une personnalité aussi qu'on recherche. Oui, non, c'est ça, effectivement, je pense que c'est vraiment la personnalité. Et là, ça me fait rire parce que j'ai pris des cours de chant, et la prof, elle m'a dit, Lola, des chanteuses qui chantent bien, il y en a des tonnes, mais ce ne sont que les choristes. Donc, de toute façon, je pense que c'est pas vraiment à ce niveau-là que ça se situe. Ce qui compte, c'est la personnalité. Elle me dit, et là, évidemment, personne ne peut rien t'apprendre. Mais bon, après voilà, je pense que c'est un côté un peu clownesque aussi, le personnage que je suis. Cette femme de éternellement 50 ans, qui a tout vu, tout connu, qui est vraiment revenue de tout, un peu désabusée. Et je crois que c'est ça qui est amusant en fait. Alors dans l'absolu, si j'ai envie de sortir, je reste sur place parce que après c'est club jusqu'à 6h du matin, il y a 3 salles, 3 ambiances. Ah oui. Et puis surtout il y a une deuxième équipe d'artistes qui travaillent au 3e étage parce qu'on a une lounge au 3e étage avec un piano. Et là ils font des petits quarts d'heure, 20 minutes de show toutes les heures. Et donc, voilà, on reste là. Puis comme on connaît tout le monde, les barman et tout, donc on se sent un peu à la maison. Et c'est très festif, en fait, vraiment, j'avoue. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que je suis très lié à cet endroit. En fait, c'est quand même le premier cabaret travesti en France. Peut-être du monde. En fait, il faut savoir que les travestis n'ont pas été inventés en 1946, date de l'ouverture de la Martyre. Mais avant, ils participaient à ce qu'on appelait des spectacles de variété. Donc, entre une chanteuse lyrique et un pétomane, il y avait un travesti. Vous avez peut-être des endroits très underground où, en fait, quasiment personne n'était au courant à cause de descentes de police. Il faut quand même rappeler que jusqu'à Mitterrand, tout ça était pénalisable. Donc évidemment ça existait, mais disons à la Martyre c'était vraiment le premier endroit et en plus ça a ouvert
juste après la guerre, 1946, donc il faut dire que les gens avaient très envie de sortir et de faire la fête. Et ça a tout de suite très très bien marché en fait, parce que c'est cette nouvelle vague de créatures, mais transgenres. Je disais, enfin, pour eux, enfin pour elles, le plus important, c'est d'être le plus réaliste possible. Quoi. Comme on dit aujourd'hui, d'avoir un passing incroyable. Donc en fait, c'était vraiment la féminité poussée à son extrême, d'ailleurs tellement féminine qu'elle se trahissait, parce qu'aucune femme ne peut aller à un tel degré de féminité, de minauderie. Mais c'était vraiment ça à cette époque-là. Et donc ça plaisait beaucoup aux hommes. La féminité a toujours plu aux hommes, peu importe le support en fait. Et t'as vu une évolution quand t'es arrivé à Paris, justement? Entre ma jeunesse, entre mes 16 ans en 80 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quoi. Il y a plus de lieux, il y a plus de lieux, il y a plus après. Il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est qu'on a pratiquement doublé la population mondiale. On est quand même passé de 4 à 8 millions. Donc je me demande, alors sans rien affirmer, si la nature ne rééquilibre pas, n'essaye pas quelque part de nous envoyer des signaux, de dire arrêtez de vous reproduire. Maintenant, dans les cabarets, il y a quoi? Il y a Madame Arthur, justement, mais il n'y a plus, par exemple, même Michou, des choses comme ça, il n'y a plus. Non, alors il n'y a plus, mais c'est vrai que les cabarets, à une époque, avaient failli carrément disparaître, il n'y en avait presque plus. C'était pas du tout le truc du moment, dans les 80, 90. Après, il y a eu les drag queens, donc tout à coup, c'était plus du tout axé sur des cabarets. Tout ça, ils ont failli disparaître. Et depuis une bonne quinzaine d'années, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Alors, très peu, comme Madame Arthur, qui ont 4 murs et un toit. C'est beaucoup plus des cabarets itinérants, en fait, qui se produisent dans différents lieux existants dans Paris. À Lauria, il va y en avoir un nouveau qui s'appelle Pauvre Conne, de Claude, ou un autre qui s'appelle Les Meneuses, de Mots d'amour, enfin voilà. Et il y a aussi La Barbichette, il y a aussi L'Heure Exquise, enfin il y a plein de nouveaux cabarets en fait qui font travailler les artistes, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes de cabaret aussi. C'était aussi une discipline qui avait pratiquement disparu, qui était très marginale en fait pendant pas mal de temps. Et qui revient, je pense que pour une raison très précise, c'est que les gens ont tellement leur regard plongé dans les écrans d'ordinateur que tout à coup de voir du live, et puis surtout les cabarets, en fait, ça parle de son époque, en fait, c'est une expression artistique du moment. Voilà, parce que nous, par exemple, on change de show chaque semaine chez Madame Arthur. Voilà, pour l'instant, oui, voilà, français, mais alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je trouve qu'à Paris, justement, il y a une vraie dynamique de cabaret qui est en train de s'installer, avec le cirque électrique, enfin il y en a certains qui doivent m'échapper, mais il y a plein de petits cabarets, en fait, de soirées, il y a aussi de plus en plus de drag queens, donc il faut bien qu'elles s'expriment, il faut bien qu'elles trouvent des scènes. Ah, merci. Ah, merci. Tu veux pas m'offrir une fleur? Une fleur qui a poussé en Afrique et qui a pris toute l'eau des massages. Non. Non, mais je sais bien. Non, mais pour dire les roses, c'est non. Est-ce qu'il y a des rues où tu aimes traîner, des endroits où tu aimes aller Écoute, oui, j'aime assez bien aller dans mon petit parc qui était à 3 minutes de la maison, qui s'appelle la Butte au Chapeau Rouge, qui est un petit parc complètement méconnu, qui est très soigné au niveau. Alors, je ne sais pas si vous m'écouterez, mais enfin, je dois dire que les jardiniers de ce parc ont vraiment un goût très très sûr et font de très jolies installations florales, vraiment ravissantes. C'est un petit parc qui a la vue, qui est complètement en pente comme ça, qui a de très beaux arbres anciens qui datent des années 20 puisqu'il est complètement art déco. Avec une très belle vue comme ça sur tout près Saint-Gervais jusqu'au bout de Paris, enfin même de la banlieue jusqu'aux forêts. Et je vais des fois quand il fait beau, je vais m'asseoir sur un banc et j'apprends mes chansons comme ça. Okay. Des habitudes oui, alors j'ai un petit commerce, je vais chez Nous Anti-Gaspi parce qu'ils sont ouverts juste à côté de la maison et j'adore cette boutique. Il y en a plusieurs dans Paris en fait, c'est que des légumes et des fruits qui ont une sale tête, qui sont la plupart du temps bio. Est-ce qu'il y a un son pour toi qui définit Paris? Bruit de conversation, des bruits de terrasse de café, des gens qui rigolent, un côté très parisien, très humain en fait. Moi c'est vraiment
Pour moi, la façon de définir Paris, c'est que c'est une ville humaine, à taille humaine, à échelle humaine. Par exemple, si je prends comme exemple New York, à un moment donné, moi qui ai vécu pas mal de temps, à un moment donné, on se bat contre les éléments ténèbres. Tout à coup, on a l'impression d'être avalé par ces buildings. Que Paris, on dépasse rarement les 6-7 étages. C'est quand même des bâtiments à l'architecture ravissante. Moi, j'adore prendre le bus, par exemple, parce que comme ça, je regarde l'architecture, je suis vraiment mis en l'air. Le bus, malheureusement, c'est un peu lent. Mais si j'ai le temps, vraiment, plutôt que de prendre le métro, je prends le bus et j'adore l'architecture. Vraiment, je trouve qu'il y a une architecture à Paris qui est exceptionnelle. Et on ne se rend pas compte. Enfin, moi, j'essaie de me rendre compte le plus possible qu'on vit dans une ville qui est d'une beauté phénoménale, quoi. Enfin, je veux dire, le monde entier vient visiter Paris et on vit dans un décor. Je trouve que c'est un très beau décor pour sa vie, en fait, Paris. C'est vraiment le décor parfait pour avoir une vie de Parisien. Voilà, je pense que Paris est une ville idéale. C'était une déclaration d'amour à Paris. Vous venez d'écouter Lola, un fragment de Ce qui se dit la nuit, quelque part entre Belleville et Pigalle.